Bonsoir, bienvenue, merci d'être au rendez-vous des grandes questions, le magazine qui vous change les idées. Ce soir, nous allons débattre de la famille. La famille est-elle la dernière valeur refuge? On va en parler avec deux grands témoins. Nicolas Bedos, qui publie un livre qui marche très très bien, là, Ma tête ailleurs, oui, qui est l'un des sales gosses de la littérature, enfant prodige ou prodigue, comme l'autre grand témoin, Yann Moix, qui lui a reçu le prix Renaudot pour Naissance, un livre qui pèse 1,3 kg. Possible. Alors vous connaissez, vous avez un écrivain que vous admirez beaucoup, qui est Louis-Ferdinand Céline. Il disait à propos de Roger Nimier, bon, ces livres, c'est pas grave, ils tombent des mains, mais ils font pas mal aux pieds. Le vôtre, quand ils tombent des mains, s'ils tombent des mains, ce qui n'est pas le cas, c'est excellent, Naissance, eh ben, ça fait lourd. Ça fait lourd. Avec nos deux sales gosses, Adèle Van Rett, philosophe que vous pouvez écouter tous les jours sur France Culture, entre 10h et 11h. C'est une excellente émission de philosophie qui s'appelle Les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Roger-Paul Droit, philosophe bien connu, qui publie régulièrement des livres, dont le dernier sur les 20 grands philosophes du XXe siècle. Aldo Naouri, le grand Aldo Naouri, qui est notre grand pédiatre national, qui va s'occuper peut-être de ses deux enfants. On va voir s'il a des choses à leur dire. Et puis Marie-Hélène Boursier, bonsoir, sociologue, et puis militante queer, un personnage très darling, queer. D'accord, merci. Je prononce mieux comme ça va? Bon. Tout au long de cette émission, notre Homo Numericus 2020 tweetera des réflexions philosophiques ou pas, et vous pouvez lui répondre sur #LGQ pour les grandes questions. Justement, la grande question, la voici en chanson par Alexandre Gamelin. On regarde. Mais oui, maman, j'ai mis mon écharpe. Bon, écoute, je travaille, je te rappelle, d'accord? Ah, la famille. À en croire certains, ce serait le dernier rempart face à la crise. Une petite bulle de bonheur dans le bain de boue du village global. Famille nombreuse, famille heureuse, quand on est frères et sœurs. Mais bien sûr, la famille, c'est que du bonheur. Aussi simple qu'une danse avec mémé après le gigot du dimanche. Voulez-vous danser, grand-mère? Voulez-vous valser, grand-père? Ah, la bonne blague. En vérité, la famille, c'est l'enfer. La famille peut être envahissante. Mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oppressante. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement. Affreusement mesquine. Chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur. On compte. Bref, la famille, ça ne va jamais. Soit elle est trop présente et elle nous étouffe. Elles sont toujours sur le qui-vive, les mères juives. Soit elle fait défaut et c'est un traumatisme à vie. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Du coup, la tentation est grande de crier « Famille, je vous hais !» et de se choisir une autre famille, celle de ses amis. Sur le ventre, il se tapait fort, les copains d'abord. Mais il ne faut surtout pas oublier que la famille, ce n'est pas simplement celle que l'on subit, c'est aussi celle que l'on construit. On a beau avoir détesté nos parents, on finit toujours par avoir nous-mêmes envie de fonder notre propre famille. Je suis papa et je suis dans le coup, je suis dans le coup, je suis dans le coup, je suis papa et je suis dans le coup. Parce que dans ce monde totalement absurde, avoir des enfants, c'est peut-être la seule vraie raison d'être. Je n'attends rien de toi. Et c'est bien pour cela qu'aujourd'hui, décomposée, recomposée, homo ou hétéroparentale, la famille demeure malgré tout un modèle absolument indépassable. Faut le tout, tu sais, faut le tout, c'est vrai, faut le tout pour faire un monde. On sait tous que la mort viendra tôt ou tard nous ramener au néant dont nous sommes issus. La bonne blague. N'empêche, seul le fait d'avoir des enfants nous donne accès à une forme d'éternité. Mais moi tu vois, avant de crever, je voudrais laisser couler de la morve d'un petit nez, un petit sourire, un petit bout d'éternité. Alors, même si nous avons tous un jour détesté notre famille, et même si nous savons que nos enfants nous détesteront probablement un jour, savourons la joie de les voir grandir, de les élever et de les aimer. Ce sont eux qui font de nous des êtres éternellement vivants. Oui maman, alors, de quoi tu voulais me parler?
Voilà, c'était le cours en chanson de notre philosophe maison Alexandre Gamelin. Alors, je vais commencer par vous, Nicolas Bedos, le surdoué déjanté. Alors, moi, je ne vous voyais pas comme ça. Hein. J'ai lu ce récit, la tête ailleurs, et j'ai découvert un Bedos mélancolique et puis très, très, très amoureux. Qu'est-ce qui vous est arrivé là? Vous voulez fonder une famille, hein. Vous voyez une femme, une blonde, hein, comme vous dites, oui, elle et était puis comme ça. immédiatement, vous dites, voilà, c'est celle-là, je veux l'épouser. Oui, mais c'est pour ça que bon, c'est compliqué parce que je ne savais pas que vous étiez comme ça. Il y a tromperie sur la marchandise. Hein. Oh bah vous êtes un peu comme ça parfois, Franz. On a tendance parfois à écrire pour vivre, à vivre pour écrire. Enfin, disons que c'est pas un hasard si le premier chapitre est un ode à elle. C'est qu'en la rencontrant, à la fois je comprends que je vais être à mon avis très amoureux, et en même temps je comprends que ça fera un roman de la vie, un roman, voilà, une vie romanesque. Enfin, le livre est le résultat de cette espèce où je me mélange un peu les pédales entre littérature et sentiment. Ouais. Il y a un petit côté baptistonéliste dans tout ça, non? Ah bon? Petit peu, ouais, ça va très vite. Très très vite. Oui, ça va très vite. C'est un bouquin qui est toujours un peu sur la ligne jaune. Oui. Mais en fait, ce qui était compliqué, c'est qu'il y a certaines chroniques dans Marianne qui sont injectées dans le livre et que j'écrivais au fur et à mesure de l'histoire. Donc c'est un amour qui a été pris en note, si vous voulez. Et elle recevait certaines de ces chroniques qui étaient parues, que ses amis lisaient, et que sa mère lisait, et que ses proches, parfois, dont ses proches s'étonnaient. Elle les recevait avec parfois des rougissements d'orgueil et de temps en temps avec inquiétude. Alors, elle était contente du livre, la blonde? Oui, Ouais, j'ai pas écrit non plus. C'est pas un long texto. Les autres, par exemple, les parents, le papa, ça va, la maman? Non, comment ils réagissent? Non. Mais je crois que c'était Bukowski. Oui, mais c'est des petites vannes, c'est pas méchant ce que vous écrivez. Oui, mais de temps en temps, on a l'impression, tout simplement pour dire un peu la vérité ou pour s'amuser ou pour écrire un chapitre un peu vif, on a l'impression, voilà, de juste égratigner un proche. Et puis surtout dans ma famille où on est libre, où on est habitué à s'exprimer sur tout, et même sur le personnel, sur l'intime. Et puis finalement, les conséquences sont parfois plus graves que celles qu'on attendait. Alors vous pouvez, par exemple, sur quel problème? Est-ce que vous pouvez réparer d'ailleurs pendant que vous y êtes? C'est un livre qui m'a fâché avec ma mère, par exemple. Non. Mais comme il se vend très bien... C'est à cause de quoi? Au-dessus de 70 000 exemplaires, c'est pas grave. En dessous, c'est bête. Non, mais c'est quoi? Comment vous pouvez réparer ça? Oh, écoutez, ça, après, je le ferai hors plateau de télé. Mais, non, mais maman, je t'aime, et puis voilà, c'est gagné. Vous savez, non, pour élargir un peu au-delà de mon petit cas personnel, je crois que c'est Bukowski qui avait dit on devient un écrivain quand l'un de nos livres nous fâche avec nos parents. Je suis sur le point de devenir un écrivain. Ah oui, alors comme Yann Moix. Ah, Yann, Yann, il va très loin. Qu'est-ce qu'il en met? Mais c'est hallucinant. Alors, Naissance, c'est un gros livre, une sorte d'objet littéraire non identifié. Il y a plein de choses là-dedans. Alors, c'est surtout les parents et le père qu'on prend absolument plein la gueule. Avec des phrases qui vont rester. Hein. Tuer le père n'est pas la question, il faut l'empêcher d'avoir vécu. Moi, je n'ai pas écrit ça pour me fâcher avec mes parents, si vous voulez. Je les ai écrits. J'ai écrit ces lignes, ces phrases, pour les tuer. Pas pour les tuer symboliquement, pour les tuer physiquement, c'est-à-dire pour les tuer biologiquement, pour leur envoyer la punition à rebours de la biologie. C'est-à-dire que la biologie m'a été infligée, ensuite il a fallu que je m'arrache à l'attraction terrestre, comme une fusée de cette biologie-là, que je m'arrache à cet ADN, et donc je leur rends la balle, je leur remets, si vous voulez, ma vie en jeu, mais sous forme de mort, c'est-à-dire sous forme de poison, et j'aimerais que, d'une manière ou d'une autre, ils finissent par s'évanouir. De la planète Terre. Comment ils ont réagi en lisant le livre? Je sais pas. Ouais. Il faut être honnête. Vous savez, Artaud disait qu'on écrivait, la littérature avait été inventée pour s'arracher à l'enfer. Donc il avait raison. Et j'ai donc trouvé une parole, pas un style, une parole. Une parole, parce que la parole, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose qui pèse, et c'est quelque chose qui est lourd de sens. Et cette parole est destinée simplement à les tuer. Alors, j'ai l'impression quand même, pour la mère, c'est un peu mieux. Hein. Vous dites d'ailleurs à un moment, la mère donne la vie, le père donne la mort. En fait, être père n'a aucune importance. On est toujours finiment père. C'est-à-dire qu'on peut être père, s'en aller, puis plus jamais revoir la mère. Quand on est mère, on est toujours infiniment mère. On ne peut plus jamais se dédouaner d'avoir été mère. On ne peut pas raturer l'état de maternité puisqu'on a habité dans sa mère. Habité, mais si j'avais eu la VHS de ce qui m'attendait, si vous voulez, je serais resté encore un peu plus longtemps que 9 mois.
Et je pense que beaucoup de gens, s'ils pouvaient voir ce qui les attend, ne viendraient pas. Se suicideraient à l'intérieur de la mer, se pendraient avec le cordon ombilical. Et si vous voulez, je suis contre les parents biologiques. C'est pour ça que je ne sors qu'avec des femmes qui ont été adoptées, en général des coréennes. Parce que la famille biologique est pour moi, vous savez que des gens qui partagent le même code génétique soient enfermés dans la même pièce à regarder la télévision, c'est la définition du cauchemar pour moi. Et donc, c'est contre cette forme de naissance, pour choisir d'autres pères. Un chien qui traverse la rue, par exemple, sera mon père. Alors, vous avez une alliée, là, tout de suite, elle biche à mort. Hein, c'est Marilène Boursier, mais je suis sûr, là, vous êtes accablé. Non. Non? Pas du tout. Vous avez déjà eu des cas comme ça, dans votre cabinet, monsieur le pédiatre? Bien sûr. Oui. Bon, ben, continuez. Moi, je trouve... Alors, bon, c'est un livre qui se lit de manière... Enfin, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment un grand livre. Et alors, il y a des scènes, par exemple, la scène de la naissance... est juste hallucinante avec ce père qui engueule, cette espèce de pauvre bébé là, qui engueule la femme, qui engueule tout le monde. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Le père est déçu dès la sortie. Il ne s'attendait pas à un être humain, il s'attendait à autre chose. chose. Vous avez fait une enquête, c'est pour ça? Il s'attendait à tout sauf à ça. Il voulait tout l'univers possible, tous les codes génétiques possibles, même un nain bossu avec une tête de singe. C'était peut-être pas très beau, non? Et des pattes de tortue, mais pas moi. Vous voyez ce que je veux dire? Tout sauf ça. Tout, mais pas lui, quoi. Donc j'étais déjà haï, et le personnage, donc moi, n'est déjà circoncis. Si vous voulez, il y a un chapitre qui s'appelle Le Juif de la famille. C'est un hommage à Sartre, puisque Sartre a écrit L'idiot de la famille. Mais il a aussi écrit un livre important, Sartre, qui s'appelle Réflexion sur la question juive, où il explique, à tort à mon avis, mais où il explique que c'est l'antisémite qui fait le juif. Et bien là, pour faire chier mes parents, je nais juif, et donc c'est le juif qui fait l'antisémite, et les parents sont là. Oh, le salaud! On n'avait pas besoin de passer par l'antisémitisme pour le haïr. Il nous fait un mauvais coup. Ça fait doublon. Notre haine naturelle pour lui et le fait qu'il soit juif, ça fait doublon. Et le problème, c'est que maintenant qu'il est juif, notre haine va être douteuse. Alors moi, attendez, j'ai adoré ce livre, mais j'ai quand même le sentiment, là, vous surjouez un peu quand même, non? C'est pas possible, vous n'êtes pas dans une haine comme ça, non? C'est une belle haine littéraire, mais un peu comme celle de Louis-Ferdinand Céline dans Mort à crédit, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais si je suis fréquentable dans la vie, c'est parce que j'ai la possibilité de tuer des gens dans mes livres. Sinon, je serais un enfer. C'est pour ça que je suis très calme dans la vie, très posé et tout à fait fréquentable. Dans mes livres, je suis beaucoup moins. On n'est pas obligé de les lire. Le point de vue des philosophes là, sur les deux cas, le cas Bedos, que va tout à l'heure traiter le grand pédiatre Aldo Naouri, oui, il va s'occuper de vous, évidemment, il aura des réponses. Qui est un gars comme ça, il n'a pas l'air, mais voilà, il veut fonder une famille, et il veut donc du coup avoir des enfants. Et puis le cas Yann Moix qui veut assassiner ses parents, quoi, toujours. Enfin, symboliquement. Oui, je crois qu'il y a le meilleur et le pire dans la famille, toujours. Et il y a toujours ces disputes. Là, on a deux extrêmes. Entre je veux en sortir ou je veux y entrer, c'est le cocon ou c'est l'exclusion. Mais une chose, moi, me frappe, c'est qu'on a deux phénomènes et spécimens de littérature française d'aujourd'hui. Et la littérature française en général, celle d'aujourd'hui en particulier, me semble se repaître de questions familiales, ne cesser de tourner autour de ces questions de la haine de la famille, des récits de famille, des récits personnels, etc. Et entre, finalement, la littérature et la philosophie, il me semble que là, il y a un grand écart, parce qu'il y a des haines explicites de la famille dans la philosophie, mais les philosophes, ils en parlent assez peu dans l'ensemble. Voilà, la littérature me paraît ne parler que de famille, enfin en tout cas principalement des questions familiales, et la philosophie très peu, pour une raison alors qu'il faudrait, je crois, aller chercher chez Platon. Chez Platon, il y a une haine terrible de la famille. Il ne l'explicite pas tout le temps, mais lisez La République. On croit comprendre pourquoi d'ailleurs. Lisez La République, qu'est-ce qu'il imagine? Et pour faire une cité juste, il faut que les enfants soient arrachés à leur mère, tous élevés ensemble, disent à toutes les femmes « maman » et à tous les hommes « papa ». Et donc, véritablement... quelque chose qui cloche. Non, mais c'est pour faire du pouvoir. C'est-à-dire que ou bien le pouvoir est au sein des familles, ou bien il y a une constitution politique. Et je crois que la vraie question, elle tourne dans le fond, dans ces enjeux-là. Il m'est arrivé, moi, d'écrire sur la famille parce que j'écris sur ce qui me cercle, sur ce qui me cerne, sur ce qui me colle au basque. C'est-à-dire que c'est des objets à la fois parfois très affectueux, magnifiques. Il y a des vraies amitiés qui se créent dans les familles. Et de temps en temps, c'est juste que c'est ce qu'on a sous le nez. J'écris sur ce que je regarde. J'écris sur les films qui sortent.
j'écris sur un livre de Yann Moix parce qu'il fait l'actualité, j'écris sur François-Olivier Gisbert parce que je travaille avec lui, et j'écris sur ma mère parce qu'elle était là très régulièrement. Mais de temps en temps, je veux dire, comme vous avez raison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de philosophie là-dedans, parce que parfois c'est juste un état de fait. Je veux dire, moi, j'ai des amis, par exemple, qui ont coupé totalement avec leur famille, et je les applaudis pas, mais je ne les jugerai pour rien au monde, mon Dieu. Puisque ce qui est intéressant, moi, c'est l'amitié. C'est l'amitié que j'ai avec mon père, c'est l'amitié que j'ai avec ma mère, qui est un tout petit peu turbulente en ce moment. C'est l'amitié que j'ai avec un type dans ton genre avec qui je travaille. C'est l'amitié que j'ai avec mon éditrice. C'est l'amitié que j'entretiens, moi. C'est l'affection qui m'a... La famille, je m'en branle d'une certaine façon, puisque c'est un point de départ génétique qui m'intéresse très peu. Après, cet hasard formidable, eh ben, il peut créer des relations superbes. Le problème, c'est que par rapport à ses parents, on n'en est pas simplement la continuation, on en est la continuité. C'est-à-dire la continuation intellectuelle et la continuité biologique. Donc s'en arracher est quasiment impossible. Surtout aujourd'hui que les dernières recherches montrent que la part de l'inné est largement supérieure à la part de l'acquis. Cette malédiction-là, malheureusement, ne peut jamais en démissionner totalement. Mais là, du coup, ça devient, le problème, il est purement théorique. C'est parce que c'est l'idée d'avoir des gènes en commun avec des personnes que vous détestez qui va vous faire vouloir non, les tuer. Non, il n'est pas théorique, car il y a une ressemblance. Mais cette ressemblance, à la limite, vous pouvez en faire abstraction, il suffit de ne pas les voir. Ce qui est amusant ici, c'est de voir que la famille, à la base, est une forme de déterminisme, parce que pour naître, on est obligé d'avoir au moins une mère. Qui me dit que votre mère n'aurait pas fait la même remarque que vous, ou la remarque symétriquement opposée? L'idée était insupportable, ça, je suis tout à fait d'accord. Voilà, mais je veux dire, les gènes, au club. La famille, il faut distinguer la famille génétique. Non, c'est bon, merci. Non, mais d'ailleurs, moi, je vous admire et je vous envie de pouvoir faire ce geste-là, d'arriver à dire, de vouloir tuer ses parents de manière aussi forte. Moi, j'ai une expérience inverse, c'est-à-dire je pense que j'ai eu trop d'amour et trop de bonheur, ce qui fait que ça m'a longtemps oppressé. Les enfants trop aimés sont des... Ils se plaignent tout le temps, les gosses. Vous êtes une enfant battue à l'envers. On les bat, ils se plaignent, on les embrasse, ils se plaignent. Le jour où j'ai compris ça, je me suis sentie libérée. Votre poison est différent du mien. Vous êtes une enfant battue à l'envers. C'est peut-être pas faux. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a la famille génétique qui est la composante de base, mais à partir de là, il n'y a aucune nécessité derrière ça. Personne ne nous demande de rester en famille, hormis une sorte de pression sociale. Mais la famille est une manière d'être ensemble, en fait. Rousseau le dit bien, que la famille, c'est la première façon, le premier modèle de société. Mais elle est dans votre cerveau, naturellement, une fois que le patron... Je ne parle pas d'un dimanche en famille. Votre famille, elle habite dans votre cerveau. Voilà, mais alors là, rien à voir avec les gènes et la biologie, du coup. Bien sûr que si. Tout est lié. D'abord parce que vous reproduisez le modèle éducatif. En tout cas, toute la journée, vous essayez de vous défaire ou de faire ou de vous refaire, mais c'est toujours par rapport à ça. Pardonnez-moi, il y a aussi des images qui doivent venir de temps en temps dans la journée, des paroles de la mère, des paroles du père. On vit avec ces images-là aussi. Et pour la génétique, les intonations, le physique... Non, mais ça c'est pas de l'inné, ça, c'est des choses acquises. La génétique, vous adoptez un enfant, il va... Si la ressemblance n'est pas de l'ordre de l'inné, mais même l'intelligence, on habite dans l'intelligence de ses parents, d'une certaine manière, en prison dedans, en cellule. On ne se réduit pas à ses gènes. C'est-à-dire Bien sûr que non. C'est pour ça que j'ai écrit 1200 pages sur cette phrase que vous venez de dire. Ben voilà. Voilà. J'aurais dû appeler le livre « On ne se réduit pas à ses gènes ». Alors, on va poursuivre le débat en se demandant si l'enfant roi mérite d'être guillotiné. Alexandre Gamelin va nous apporter ses réflexions là-dessus. À sa manière, on regarde. Autant jadis, la famille, c'était tout simple. Maman faisait des câlins et papa rentrait tard. Maman préparait des bons gâteaux et papa collait une ou deux tartes aux gosses pour recadrer tout le monde. L'enfance se passait dans des cadres fixés et chacun était dans son rôle, à sa place. Mais voilà, rien ne va plus. Désormais, maman bosse et papa en a ras-le-bol d'être cantonné à un rôle d'autorité. Il aime faire des câlins lui aussi, et parfois même des cupcakes. Mais surtout, papa et maman veulent s'épanouir. Du coup, une fois sur deux, ils divorcent pour refaire une vie qui les accomplirait plus. Et le point stable de la famille n'est plus le couple, mais l'enfant. L'enfant est devenu le dernier point fixe de la famille, sur lequel les parents se raccrochent, dans une vie où tout peut être remis en cause, sauf le fait d'être parent. Du coup, l'enfant est surinvesti. On donnerait tout pour que lui aussi s'épanouisse. Maman m'a dit que je peux. On lui passe tout. Maman m'a dit que je peux. On n'ose plus rien lui interdire, ça pourrait le traumatiser. Maman dit que je peux. Le problème, d'après Aldo Naori, c'est que l'enfant lui demande des repères, des cadres qui le contiennent, des règles qui l'aident à grandir et panique à l'idée d'être celui qui fait la loi dans sa famille. Évidemment, il faut se réjouir que la parole de l'enfant et ses droits soient mieux entendus qu'hier, que l'on ne puisse plus imposer une autorité à coups de fessée sans être considéré, à juste titre, comme un parent maltraitant.
Simplement, il ne faut pas oublier que le rôle d'un parent, c'est d'aimer, bien sûr, mais de ne surtout jamais confondre son enfant avec un doudou. Merci Alexandre Gamelin. Alors on a entendu là des choses absolument extraordinaires entre Nicolas Bedos et Yann Moix. Et je voudrais te demander, nous avons le grand pédiatre national, Aldo Naori, qui publie « Prendre la vie à belle main ». C'est sorti il y a quelques mois, mais c'est un livre excellent justement sur les rapports parents-enfants. Vous êtes quelqu'un qui n'aime pas l'enfant roi et vous êtes quelqu'un aussi qui dit sans arrêt aux parents « arrêtez de culpabiliser ». C'est ça. Oui. Alors, parlez-nous des deux cas, là. Le cas Bedos et puis le cas Moix. Ce qui me paraît intéressant et qui passe totalement inaperçu, en tout cas qui est laissé de côté, c'est que ces propos sont tenus dans un cas comme dans l'autre, toujours avec en arrière-fond une sorte de fantasme qu'il pourrait y avoir une vie sans conflit. La vie n'est que conflit. D'accord ? Et cette vie qui n'est que conflit, si vous voulez, je la rapprocherai de la marche. La marche, c'est une chute constamment évitée. Mais s'il n'y avait pas la chute, il n'y aurait pas l'évitement et on n'avancerait pas. Le système est ainsi fait. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, il faut placer quand même chaque individu, quel que soit son cas. Quand vous m'avez demandé si le cas de Yann Moix était exceptionnel, je vous dis non, pas plus que ça. C'est que chaque individu est quand même, vient à un moment précis à l'intérieur de l'écoulement d'une histoire. Une histoire qu'il a précédée depuis longtemps. Il en est l'aboutissement, il est un maillon de cette histoire. Eh bien, en fonction précisément de l'état de transmission de cette histoire, il peut y avoir toutes les variantes possibles entre l'adulation de la famille et le fait d'investir sa famille comme un refuge et une nécessité, quelque chose de fondamental, et le rejet de la famille. Alors, docteur, ça peut s'arranger un jour, ça, parce que bon, ça a permis de faire un bon livre, mais maintenant que le livre est fait, est-ce qu'il peut se réconcilier, par exemple ? Qu'est-ce que vous conseilleriez pour que voilà, qu'ils s'entendent à nouveau? Écoutez, d'abord, Enfin, ils ne sont jamais entendus d'ailleurs. Mais bon. C'est à Yann Moix de répondre, c'est pas à moi. Je veux dire, c'est lui qui a écrit le livre, c'est lui qui sait comment les choses se sont passées en lui, qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Moi, je suis pas là comme un thérapeute. Je dis simplement, il y a une différence entre Yann Moix et M. Bedos qui sont... Et d'ailleurs, ça a été très bien dit, en définitive, nous sommes là dans quelque chose où, quoi qu'on en dise, on finit toujours par avoir envie de fonder une famille. Hein, c'est à peu près ça, ce qu'a dit votre philosophe. Il y a là quelque chose qui aussi me paraît extrêmement important et de grande actualité, c'est-à-dire que quelque chose que j'ai vu surgir au cours de ma carrière, c'est que il semblerait qu'on ait changé la vision que l'on a de notre destin d'humain. Auparavant, nous étions, si vous voulez, disons, il y a un peu plus de 70 ou 80 ans, nous étions, en gros, tous autant que nous pensions que la vie était un continuum dont la mort était une sorte de ponctuation. Et de génération en génération, la vie se transmettait comme ça. Et depuis, donc, à peu près, disons, quelques décennies, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est la mort qui est un continuum et la vie est un accident à l'intérieur du règne de la mort, si bien qu'il faut absolument qu'elle puisse éventuellement être la plus satisfaisante possible, etc., etc. Là, ça fait partie, si vous voulez, d'une globalité qui met en place une quantité de facteurs qu'il faudrait traiter les uns après les autres. Mais... il n'existe pas deux individus au monde qui aient la même conception de la famille ou même la même vision qu'ils ont de leurs parents respectifs et le rapport qu'ils ont à les parents. Le métier de parent est un métier impossible, et incontestablement. Et le métier d'enfant, c'est précisément, enfin, le fait d'être un enfant, c'est être confronté à des individus qui sont strictement incapables d'être parfaits. Mais heureusement qu'ils sont imparfaits. Est-ce que les patients ont un mot à dire au docteur? Ce que j'aimerais répondre à M. Naori, c'est que le mot parent pose un énorme problème. Moi, ce que je ne veux pas, c'est confondre les géniteurs et les parents. Ce qui m'a beaucoup amusé pendant les manifestations contre le mariage pour tous, c'est que les catho-intégristes ont défilé dans la rue, alors que le génie du christianisme a précisément été de débiologiser la relation entre le père et le fils. Les chrétiens ont inventé cette transcendance qui est que être géniteur, c'est rien, Joseph, exit, au revoir, et que précisément, il fallait repenser la filiation. Qu'est-ce qu'un père? C'est certainement pas quelqu'un de biologique, et c'est ça ma réflexion. Donc, quand vous dites les parents, ce qui m'intéresse, moi, c'est de connaître et de rencontrer un jour ces parents, et que ceux-ci soient confondus avec les géniteurs, et de temps en temps un miracle, et souvent une malédiction.
Alors, non, vous avez raison, et c'est une des erreurs du droit, aussi bien français que les droits européens, et encore d'autres, c'est précisément de faire du père le géniteur. Le géniteur, à l'intérieur de la paternité, c'est vraiment la partie dont on n'a absolument pas du tout besoin. Vous pensez qu'il a bien fait de quoi des grâces au livre Il l'a fait. Pourquoi voulez-vous qu'on porte un jugement là-dessus ? On a à accueillir ça merveilleusement. C'est une œuvre extraordinaire, c'est une création, c'est magnifique. C'est à saluer. Merci, monsieur. Mais je vous en prie. Si un jour je mets au monde un Yann Moix, je demande à la mère d'avorter après la naissance. Parce que je trouve qu'il a... Moi, j'admire énormément Yann et son travail, mais c'est sans doute un cauchemar pour lui, mais c'est aussi un cauchemar, à mon avis, de la voir, je dirais, dans sa vie. Ça doit être très, très compliqué de traîner un Yann Moix. En dessous, au-dessus, à côté, ce que vous voulez. C'est vrai, ça? C'est compliqué? Non, je crois pas. Ah bon. Non, de moins en moins, grâce à la psychanalyse, peut-être. Marie-Hélène Boursier, alors vous, évidemment, vous êtes rangée dans le camp de Yann Moix tout de suite, dès qu'il parle, vous êtes... En tout cas, ça fait écho cette histoire de débiologiser la famille, mais vous le disiez aussi, Nicolas Bedos. C'est-à-dire que on ne peut pas continuer à avoir, en plus, on l'a encore vu dans les reportages, cette histoire de la famille nucléaire avec la différence sexuelle. Bon, la France, c'est le gardien, le musée de la différence sexuelle. On l'a vu d'ailleurs avec les débats sur le mariage pour tous. Je suis désolée de dire que je ne comprends pas que ça ait effrayé la terre entière, puisque même les gays veulent qu'il y ait le papa et qu'il y ait la maman, elles veulent tout faire biologiquement, même si ça passe par d'autres petits procédés. Donc moi, j'entends très bien aussi cette histoire de famille de choix, de relation de choix, l'idée que c'est l'amitié qui fait la relation, etc. Oui, et beau, donc ça. la famille nucléaire, papa-maman Deleuze disait la famille, oui, mais sans le familialisme. Par exemple, après on projette aussi sur Platon. Platon, évidemment, les formes de famille étaient différentes. Et nous, on a une vision de la famille, finalement, extrêmement traditionnelle, pas arrangeante du tout. Et si on veut le prendre au prisme des genres, c'est vraiment pas une affaire, la famille traditionnelle actuelle, pour les femmes. Cette histoire on a genré la division du travail, public-privé c'est l'époque moderne, les femmes à la maison, les hommes dehors pour faire le boulot. Encore maintenant, les femmes qui veulent travailler, même la numéro 1 de Facebook, elle essaye de faire les deux. Sheryl Sandberg, pourtant elle a la thune, elle a du mal, puis elle a un mari en plus qui fait toutes les tâches ménagères, qui est parfait. Donc on a un problème avec la conception de la famille qu'on a, qui est fondée, harnachée à la différence sexuelle depuis le 18e. Avant, c'était pas comme ça. Oui, mais je suis sûr qu'Aldonori n'est pas d'accord parce qu'il nous explique, lui, il faut des repères. Il nous dit il faut des repères, et il faut un père qui ait de l'autorité. Voilà, il faut une mère, bien entendu. Oui, mais ça peut être une lesbienne bien masculine, bien butch. Aldonori, si. Pas de problème. Alors, écoutez, on est en train de faire le bilan catastrophique de ce qu'a été la famille traditionnelle depuis que l'humanité civilisée existe et ce qu'elle a donné, et on va tout changer. On va débiologiser, on va faire, etc. Oui, ça, on va le faire. Eh bien, je donne rendez-vous dans quelques générations pour voir ce que seront les résultats. Et je ne pense pas du tout que ce soit tout à fait simple. Pardon ? Ça existe déjà, c'est parce qu'on n'en parle pas, c'est parce qu'on ne visibilise pas ces formes d'alliance. Il faut un peu plus qu'une génération pour voir un peu les choses. Rien ne va s'écrouler, on n'a pas fait, tout est déjà là. On n'a pas fait le livre de Yann Moix à partir du père et de la mère de Yann Moix. Une histoire comme celle-là, ça remonte à 4, 5, 6 générations auparavant, qui précisément ont produit des effets. Mais de ce côté-là, si vous voulez, c'est un discours qui ne peut être audible qu'à partir du moment où on est sur le terrain et on voit ce qu'il en est. Par rapport à ce que dit M. Gisbert autour des repères, la seule chose sur quoi je me fonde personnellement, c'est une clinique de 40 ans, avoir passé des familles, j'ai dû en voir, je ne sais pas moi, un nombre respectable, disons 20 000, 25 000, et de voir un peu ce que ça donne quand précisément tout est... Et on reparle encore une fois dans le reportage c'était fait, de cette situation qui est la situation du divorce, la situation des familles recomposées, la situation de ceci et de cela. Et on parle également à la fois des nouvelles formes de famille. Il faut encore voir aussi comment statistiquement elles se distribuent, ces nouvelles formes de famille. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous sommes simplement dans un phénomène qui a surgi et qui a été traité, ou bien est-ce qu'on est dans la globalité de toute la société française? Comment les choses se passent-elles? Je ne suis pas sûr du tout que nous ayons à ignorer quand même la majorité statistique des gens qui sont tout à fait satisfaits de continuer à reproduire ce modèle. La question, ça me paraît, qu'est-ce qu'on accepte de subir
de la nature, de la biologie, de l'histoire, et qu'est-ce qu'on veut choisir. Or, une des choses qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a une sorte de développement de la demande de choix absolu, oubliant que nous n'avons pas choisi de naître, que nous n'avons pas choisi notre nom, que nous n'avons pas choisi nos gènes, et qu'après, on a à faire quelque chose de tout cela, qui requiert notre liberté, notre autonomie, mais s'auto-créer, s'auto-engendrer, décider tout le temps de sa propre identité ou de sa propre existence me paraissent quand même de vrais fantasmes. Mais c'est pas ce qu'il dit non plus. Les gens qui s'opposent à la famille ne sont pas dans le fantasme qu'on pourrait s'auto-créer et qu'on se ferait à soi-même son propre démiurge en écrivant un livre. On change de personnalité. C'est pas Frankenstein. Mais par contre, je pense peut-être enfin, je ne veux pas réconcilier tout le monde, loin de là, hein, mais il y a quand même un juste milieu, une position qui consistera à se tenir au juste milieu de ce que vous dites. C'est que, il me semble que votre combat n'est pas de détruire la famille, de faire en sorte qu'il n'y ait plus du tout de famille. Enfin, peut-être. Non, c'est qu'elle prolifère, qu'elle soit un peu différente. Voilà, et qu'elle cesse d'être traitée dans le cabinet du psychanalyste qui privatise tout, qui déconnecte la famille du politique, du social, de l'économique, du capitalisme. De même qu'au sein de la famille, il y a différentes façons de faire famille, avec la différence des sexes ou non d'ailleurs, que d'ailleurs le masculin n'est pas le propre de l'homme forcément, que la répartition des tâches ne correspond pas forcément à un genre particulier. Là, on peut sortir quand même d'une bipartition donc on a une vision politique. On a une vision politique. Mais la famille, de toute façon, c'est toujours politique. La famille et de la philosophie. La famille, c'est toujours politique. On parlait de Platon au début. En tout cas, les rares philosophes qui ont parlé de la famille, c'était toujours pour y penser en tant que modèle politique. Sinon, la philosophie n'a rien à dire sur la famille. Qu'est-ce qu'elle peut dire? C'est une manière de vivre ensemble. C'est pas l'enfant reine, hein, puisque c'est ça que vous étiez, une fille reine. Non, pas du tout. Non, je disais que j'avais eu beaucoup d'amour. Ça ne veut pas du tout dire que j'étais une enfant reine. Au contraire, non. C'est-à-dire que pour moi, la famille était le lieu. Mon enfance a été une enfance heureuse. Ça, je le dis sans. Et vous en êtes aujourd'hui malheureuse, c'est bien ça, si j'ai bien compris. C'est pas que j'en suis malheureuse. C'est ce que je veux dire. Il me semble que Yann l'a bien compris. C'est que ça peut être un poids tout aussi pesant que d'avoir vécu un enfer quand on était enfant. Pourquoi? Parce que avoir une enfance heureuse ne prépare pas du tout ensuite. Ce qui demande de rembourser à l'absence. On s'imagine que toutes les relations qu'on va créer ensuite vont être pareilles. C'est-à-dire que moi, j'ai mis beaucoup de temps à dissocier une relation amoureuse de la famille, justement. Oui, que tout n'était pas forcément acquis de cette manière-là. Je n'ai pas vu ce passage. On trouve ça chez Romain Gary, notamment Romain Gary dit dans La promesse de l'aube qu'il a sans doute souffert de n'avoir jamais manqué d'amour. C'est-à-dire qu'ensuite, il a toujours souffert du fait de ne jamais retrouver la même dose d'amour que sa mère lui a donnée. Pour dire un petit peu, parce que moi je ne suis pas philosophe, je ne peux que raconter des petites histoires personnelles, pardon. Mais c'est vrai que moi, par exemple, je suis le fils de parents qui ont eu des parents extrêmement désobligeants et discutables. Et du coup, à chaque fois qu'aujourd'hui, j'ai une petite récrimination, c'est le côté, mais comment oses-tu te plaindre de parents comme nous, alors que ceux d'avant étaient odieux. C'est bien là où je ramène l'histoire. C'est bien là où je ramène l'histoire et justement ce qu'il en est des effets d'histoire et de la manière dont, etc. Ceci dit, je trouve ça passionnant aussi qu'un discours cherche à élargir, à enrichir un petit peu le système familial. Ce qu'on vient d'entendre, Madame dit qu'elle avait une enfance heureuse qui lui pose problème plus tard. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir quelqu'un qui puisse n'avoir pas de problème avec son enfance. Enfin, vous aussi, vous avez une enfance heureuse. Vous le dites dans votre livre, c'était très compliqué, évidemment, mais vous avez une enfance heureuse. Enfin, avec une mère formidable. Je dis que subjectivement, elle était heureuse, objectivement, elle était l'horreur. Oui, c'est ça. Mais c'est justement le mélange des deux qui a probablement fait que je n'ai pas rejeté ma famille, ou que je n'ai pas... J'ai assumé même, à partir précisément de choix à la fois politiques et comportementaux. Mais j'entends dire par là que ce qui se passe du côté des enfants, c'est qu'ils reprocheront toujours à leurs parents aussi bien ce que les parents ont fait que ce qu'ils n'ont pas fait. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la famille... Et c'est bien là où on retrouve le problème de l'autocréation, ce qui est le fantasme. C'est-à-dire, je ne dois rien d'autre, je voudrais ne rien devoir d'autre qu'à moi-même. Et on peut remettre en question la famille sans tomber dans le fantasme de l'indépendance absolue. On peut remettre en question des tas de choses. Le problème, à mon avis, c'est qu'on ne peut pas éviter ni d'avoir des choses à subir, ni des conflits, et on ne peut pas non plus éviter le fait que la vie n'est faite que de mélange, de bonheur et de souffrance, etc. On a le droit de couper de temps en temps. On a le droit de dire, allez, si j'étais en vacances de ma évidemment. propre famille.
Évidemment qu'on c'est très mal vécu. on a, mais bon. on a cette envie de rompre, de dire ça suffit, de tourner des pages, etc. Mais ça fait partie du lot. Et ce qui fait partie du lot, c'est très mal vécu, c'est vrai, par la c'est société. qu'on n'y arrive pas complètement. Là où ça devient un peu philosophique, c'est que c'est très mal vécu par la société. Je me suis, comme je le dis de façon très impudique ce soir, un peu fâché avec ma mère à l'occasion de ce livre, je fais très court. Et c'est vrai que ceux qui l'ont le plus mal vécu, à part moi, ce sont mes proches. Qui tout d'un coup, mais comment peut-on se fâcher avec ses parents mais vous allez vous réconcilier. Alors avec ces phrases toutes faites, on ne se fâche jamais avec sa mère. Vous allez vous réconcilier. Je le souhaite, je l'espère. Oui, je l'aime d'amour. Parfois, ça fait du bien quand même. France, Quelques mois. la famille, il faut voir, c'est comme c'est la Corée du Nord, une famille. C'est-à-dire, non, non, mais je plaisante pas. Non, mais je plaisante pas. Non, mais France, je vais vous expliquer. Non, on peut pas écouter ça. Non, mais je vous explique pourquoi. Car, comme vous n'avez pas de référent, quand vous êtes au milieu du cauchemar, vous ne le savez pas. C'est pour ça qu'un enfant qui prend des coups n'a pas, sur le moment, une enfance malheureuse. Il aime ses parents comme si ses parents ne le frappaient pas. Il donne de l'amour, il en reçoit. Chaque hématome est une preuve d'amour. Chaque point dans la gueule reçu par l'enfant est une preuve d'amour de la mère ou du père. Et c'est ensuite qu'on s'aperçoit, en ayant échappé au régime, si vous voulez, que l'enfance était rétrospectivement malheureuse. Et, à contrario, quand on a été couvé, on s'aperçoit a contrario aussi, que cette enfance heureuse était peut-être malheureuse. Mais en direct, en temps réel, avec zéro référent, toutes les enfances sont heureuses. Et à l'âge adulte, par reconstruction, toutes les enfances sont malheureuses. Marie-Hélène Boursier, vous avez été une enfant reine, vous? Ah non, pas du tout. Non, non. Battue? Non, pas battue, mais j'ai coupé avec mes parents assez tôt, effectivement. À quel âge? 18 ans, et puis après 25 ans. Ouais, et comment, pourquoi? Comment ça s'est passé, la rupture? Il arrive que les parents n'aiment pas leurs enfants et qu'on s'en rende compte après, qu'on s'en rende compte qu'on a été abandonné. Et d'ailleurs, on fait des psychanalyses pour ça, donc on est au courant de ce qui se passe. Ça s'est fait aussi. C'est très indiscret, mais tu es fâché avec tes parents? Je sais pas, j'ai coupé, moi. J'ai fait un pare-feu. Oui, comme Marie-Hélène Boursier. Non, mais tu réponds pas. Est-ce que tu les vois, tu les vois pas? Non, non, je les vois plus. J'ai coupé définitivement. Il y a une Coupé. coupure Pas une lettre, pas un texto. irréversible. Non, je n'ai plus, si tu veux, plus rien à voir avec ces gens-là. Ces géniteurs, gènes. Tu veux, si Mais ça s'est passé au terme d'une explication, par exemple? Il y a eu un jour non, ça s'est passé. Confrontation? Non, j'ai coupé. J'ai coupé définitivement. Et je me suis toujours posé la question. Et avec ton frère aussi? Oui, avec ta famille de manière générale. Si on rencontrait nos parents par hasard dans la rue, sans les avoir vus pendant 40 ans, on n'aurait peut-être rien à leur dire. Oui, ça c'est vrai. En même temps, le cauchemar de la famille quand même, c'est que même quand vous coupez les liens avec vos parents, ils sont toujours là. C'est ce que je disais tout à l'heure, mais tu n'étais pas d'accord tout à l'heure, tu es d'accord maintenant. Non, je ne sais pas là-dessus, je pense que je n'étais pas d'accord. Non, parce que c'était sur l'histoire des gènes que je n'étais pas d'accord. Je pense que le lien qui est insupportable, ce n'est pas les gènes en commun. Les parents sont toujours là. C'est la place qu'ils peuvent jouer. C'est ça que c'est la Corée du Nord. Et c'est là où on est absolument impuissant, et même un Les roman, dictatures, c'est dans le changer cerveau à ça. qu'elles ont lieu. Quand tu vas dans des dictatures, l'espion, il est dans ta tête. Il n'est pas dans ta chambre, il est dans ta tête. Mais donc, c'est même plus les parents, c'est l'image qu'on se fait des parents. Enfin, je ne vais pas faire voilà, donc c'est encore eux, et ainsi de suite. Alors, on va maintenant passer à une autre dimension du débat, en se demandant si la famille traditionnelle, qui ne va pas si bien, on l'a compris, est vraiment fasciste, comme le disent certains. Alexandre Gamelin nous a apporté quelques éléments de réflexion là-dessus, et on va les regarder. À tout de suite. Pour les tenants de la mouvance queer, on ne naît pas homme ou femme, on le devient. Notre sexe biologique n'est pas nécessairement notre genre, masculin ou féminin. Et la famille est un des vecteurs de cette tyrannie du sexe. Donner des prénoms de garçons aux garçons et des prénoms de filles aux filles, offrir des poupées aux filles et des camions aux garçons, habiller les petits en jean et les petites en robe, quelle violence! Tous ces comportements seraient des entreprises d'encodage et de détermination d'être nés libres, mais éduqués pour entrer dans des cases définies par la société. Briser la tyrannie du masculin et du féminin passerait aussi par briser les tyrannies familiales, voire à réinventer la famille. Ainsi, un symbole de ce mouvement est Thomas Beatty, un transsexuel américain qui était né femme avant de subir des traitements pour devenir homme. C'est son premier? Bah oui, il a 18 ans, c'est un jeune. Désormais homme devant la loi, il avait gardé ses organes reproducteurs féminins et est donc devenu en 2008 le premier homme enceinte et le premier papa au monde à accoucher. Poussez bien, monsieur. Expérience passionnante et formidable,
Il n'est pas certain que la France, qui fut si clivée au moment de la loi sur le mariage pour tous, soit totalement prête à cette redéfinition joyeuse du masculin et du féminin au sein de la famille et de la société. Marilène Boursier, alors, bon, je posais la question, c'est un peu ridicule, la famille est-elle, la famille traditionnelle est-elle fasciste, ou disons est-elle tyrannique, c'est quand même mieux. Non, moi je dirais que c'est la différence sexuelle et le fait de vraiment l'imposer comme on l'impose, en corrélation avec un seul genre et un seul type de corps qui est tyrannique. Alors, parce que non, mais je m'excuse d'insister, mais c'est vrai que avant, d'ailleurs vous savez bien chez Aristote, etc., la différence entre les hommes et les femmes, c'est quoi, hein? C'est que la femme, c'est un mâle un peu moins bien cuit, moins bien fait. Chez Aristote, le bon modèle est masculin. Il y a une différence. Oh, j'ai cassé le matériel. Il y a une différence de nature, il y a une différence de degré. Et c'est au 18e qu'il y a vraiment, il s'installe la différence sexuelle, qui est une fiction, c'est-à-dire un antagonisme entre les genres. L'homme et les femmes qui sont complètement différents. Et là-dessus, on va construire, on va construire une unité de production, la famille, la division genrée du travail, etc. C'est pas un hasard. C'est le moment où on est le féminisme aussi. Donc je voudrais vraiment qu'on historicise tout ça et qu'on le biologise à fond. On peut être extrêmement ouvert à toutes ces théories, ces propositions, ces états de fait. Il y a des choses qui existent apparemment. Et néanmoins, comme moi dans le bouquin, avoir envie de reproduire cette parodie bourgeoise et familiale. Cette parodie. Par exemple, tout à fait. Mais on peut vivre dans une parodie. Bien sûr, on le fait pas mal. On peut vivre dans un film, comme disait Yann à un moment donné, que c'est en effet, comme vous disiez sur Yann, c'est la reproduction mentale que tu te fais de tes parents aujourd'hui, plus que tes parents en soi. Mais on vit dans ce qu'on veut. Moi, si j'ai envie de vivre comme un petit bourgeois, avec des petites têtes blondes, si j'ai envie qu'elle soit blonde, et de la pousser dans un landau dernier cri, et reproduire les dîners du dimanche, etc., je le ferai avec plaisir. Mais on peut être tous les deux d'accord. Et on dînera ensemble le mardi. Mais ce qui est très intéressant, c'est le terme de parodie. Parce qu'un des débuts de la théorie queer, c'est de dire que finalement, le masculin et le féminin, c'est une parodie qu'on répète pour la faire exister. Alors vous allez la répéter, ça va marcher. Il ne faut pas l'imposer aux autres, cette parodie, en revanche. Vous avez raison. Aldo, comment vous pouvez laisser parler Marilène Boursier sans réagir? Je peux parler, je ne vois pas du tout pourquoi je voudrais la censurer. Votre silence pourrait passer pour du mépris, parce que c'est tout ce contre quoi vous avez combattu. Non, il faut un père, un vrai père, là, il faut une vraie mère, c'est-à-dire il faut quelque chose de... Dans la structure familiale, elle doit être... à la base de la structure familiale, ce sont des personnages très structurés. Mais non, vous résumez en déformant les choses. Je veux dire que ce que j'appelle repère comme ça ne tient pas nécessairement au biologique. Par exemple, il m'est arrivé de me faire critiquer parce que je disais que le nouvel homme de cette mère était plus le père des enfants au niveau fonctionnel que le géniteur, par exemple. Vous voyez, on me dit « Ah, mais c'est un scandale que vous disiez ce genre de choses ». De la même manière qu'il m'est arrivé de dire que la mère adoptante était la vraie mère par rapport à la génitrice ou des choses de cet ordre-là. Je veux dire que je parle de catégories qui sont des catégories symboliques. Ces catégories symboliques sont extrêmement importantes comme point de repère pour l'enfant, qui sait très bien qu'est-ce qui se passe d'un côté et de l'autre, et qui, justement, dans ces repères, peut faire l'expérience de ce qu'il en est de la différence sexuelle, fût-elle éventuellement une parodie, pour pouvoir savoir ce qu'il en est, fabriquer sa pensée. Je veux dire que je ne suis pas là en train de poser comme élément, comme axiome que les différences, c'est ce qui permet la pensée. Je dis, je ne fais que répéter quantité de propos qui sont tenus dans toutes sortes de discours. C'est-à-dire que la pensée est fabriquée sur la notion de différence. À partir du moment où, justement, il n'y a pas de différence, il y a quelque chose qui vient poser problème. Mais alors, cette différence, elle n'est pas forcément sexuelle. Elle n'est pas forcément binaire. Nous savons, au niveau de la psychopathologie, qu'il y a deux différences fondamentales qui sont extraordinairement importantes pour structurer la psyché d'un individu, c'est la différence générationnelle et la différence sexuelle. Que quand vous fichez en l'air les deux, contre-exemples à ça. Quand vous fichez en l'air les deux, ça déstructure un individu. Roger Paul Droit. Moi, ce qui m'intéresse dans l'idée de parodie, c'est que finalement, ça n'est jamais la nature qui dicte. La parodie, c'est l'idée qu'il faut que, quoi que ce soit que nous adoptions comme code,
les créer, ces codes. C'est ça le symbolique, finalement. Le symbolique, c'est ce qu'on instaure, ce qu'on institue, écrire son ce scénario. qu'on fait exister, c'est du scénario. Et à partir de là, écrit soi-même. il y a plusieurs On laisse scénarios pas les possibles. autres On peut écrire à discuter votre des place. bons et des mauvais, Exactement. on peut discuter de ceux qui nous paraissent favorables et de ceux qui sont ou réactionnaires ou fascistes. Il y a le scénario du pater familias, il avait, il faut le rappeler, droit de vie et de mort sur les enfants, la femme, les esclaves. Très séduisant comme scénario C'était ça, aussi. ouais, c'était bien ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas Et alors ça d'original. c'est un peu délité, mais l'idée de parodie, c'est pas l'idée de comique forcément, c'est l'idée d'instaurer quelque chose, et le fait qu'il y ait de l'ordre humain, c'est de l'ordre fabriqué et pas de l'ordre naturel. Ça, c'est... Moi, je crois que là, c'est toujours la nature qui dicte, et à l'intérieur de cette dictature, il faut s'inventer une liberté sur mesure. Et pourquoi est-ce qu'il y a une sexualité par personne? Parce qu'il y a un genre sexuel par individu. Il y a autant de sexualité que d'êtres humains, parce qu'il y a autant de sexe que d'êtres humains. Et la difficulté d'être sur Terre, c'est de trouver une sexualité, la sienne, qui soit compatible avec d'autres sexualités. Et ça, c'est toujours du miracle. Ça- Mais alors, bon, Encore il faut-il faut, que il ce faut, soit enfin, je dis, compatible il avec faut la sienne sortir propre, de ça. avec la sienne propre, déjà. Là, on voit que finalement, les deux attitudes peuvent être tout aussi moralisantes. Ceux qui sont pro-famille et qui vont dire faut une famille traditionnelle, et ceux qui vont dire non, il faut s'en défaire. Je crois qu'il faut. Exactement, En vous avez parlant de raison. la famille, il faut essayer de ne pas faire des leçons de morale en permanence, parce que sinon on s'en sort pas. Et deuxièmement, la question que vous posiez était est-ce qu'une famille, la famille traditionnelle est-elle tyrannique? Ça, c'est une question à laquelle on peut répondre sans forcément sexuer la réponse. C'est-à-dire, on peut imaginer une famille que par traditionnel, vous entendez peut-être père, mère et enfant. On a Bon, ça parlé peut être que deux ça. hommes qui On soient a père parlé et que mère ça. et enfant. Et qui serait tyrannique par l'idée qu'on s'en fait. Donc là, il faut peut-être aussi prendre un peu de distance vis-à-vis de la sexuation au sein de la famille. C'est pas ça qui est tyrannique, c'est pas qu'il y a un homme et une femme. C'est qu'il y ait une famille qui soit soudée, les parents doivent être ensemble, et il faut qu'il y ait 2 parents et pas 3, par exemple. Voilà, c'est ça. Oui. Mais enfin, est-ce que la famille, Non, c'est parce que je une parle de la fois- tyrannie de la famille une normale fois pour qu'on aura dire ça. tout déconstruit, est-ce que ça reste pas quand même une sorte de valeur refuge dans les périodes de difficulté, comme les périodes actuelles, les périodes de crise? Est-ce que ça reste pas Pas toujours, au contraire. Ouais. Moi, j'ai vu Ouais, des mais familles c'est où normal. les enfants étaient exclus parce qu'ils étaient dans la mouise. Ouais. Non, la famille, parfois, les parents peuvent être d'une cruauté sans nom. J'ai Ouais, mais autour de moi, je suis l'inverse, en sûr. Espagne, les gens divorcent moins parce que, bon, ils pensent que, mais ils se trompent. Parce que la famille, on pense que c'est privé, mais les logiques néolibérales actuelles, elles transpercent complètement la famille de part en part. Elle gère tout, la santé, le travail, ce qu'on bouffe, etc. Donc il n'y a pas de frontière. C'est pas la famille qui va construire un C'est pour rempart ça que c'est contre un ce qui espace nous politique, arrive. là. Alors là, attendez, là, attends, un petit exemple simplement, mais quand la crise battait son plein en Espagne, il y a Oui. quelque temps, Les gens divorçaient moins, les oui. gens, les quinquagénaires, parfois, Oui. revenaient vivre Bien chez sûr, leurs parents parce bien qu'ils étaient au sûr. chômage. Oui, mais justement, Ça- c'est ça un fon- effet des politiques néolibérales Oui, mais et la c'est- famille ne c'est- va pas c'est- y faire grand-chose. C'est réversible, c'est-à-dire que ça fonctionne comme bouée de secours. C'est vrai que des gens qui ne peuvent plus avoir de prêt bancaire peuvent emprunter éventuellement de l'argent à des proches. Que s'ils n'ont plus de quoi se loger, ils ont à retrouver dans l'humiliation, parfois leur chambre d'adolescent, etc. C'est-à-dire que c'est aussi des choses infantilisantes, effroyables, etc. Mais bien évidemment, ce n'est pas une séparation. Ce n'est pas famille d'un côté, société de l'autre. Tout ça, évidemment, circule et est pris dans un même. Au une témoin même d'un doute, situation. il y a moi que c'est quand même Et quelque la chose de famille bon aussi dans est la en famille. crise. Hein. Oui, c'est comme Sully-sur-Loire, quand Voltaire y était emprisonné, il disait Sully a toutes les qualités sauf une, celle de pouvoir s'en évader. Ah oui, La ça va famille, jusque-là. c'est la même chose. On ne peut pas en partir quand on a 6 ans. C'est ça Reste l'injustice. certain quand on écoute Yann, je ne vais pas prendre la parole d'un vrai pédopsychiatre et psychanalyste qui est avec nous ce soir, mais moi j'en parle dans mon livre, j'ai beaucoup d'amis très créatifs, certains sont devenus même des grandes célébrités, et tous, quand tu fouilles un tout petit peu, ont une blessure familiale infantile, une blessure narcissique, pardon, infantile, extrêmement profonde. Jean Dujardin, par exemple, par il a une exemple, blessure narcissique beaucoup- infantile. Ouais. Bien sûr, Ouais, ouais. et beaucoup d'autres sont des anciens humiliés, minorés, bafoués. le mot humilié est exactement le et mot. Yann, c'est pas un hasard si ce livre est si épais, s'il a tant d'énergie, on le voit ce soir, et je le dis vraiment, de talent, c'est cette espèce de faculté créatrice qui est la sienne, il peut remercier ses parents. Julien Donc Green, merci papa qui Humiliez qui vos vous a enfants, beaucoup vous leur humilié. donnez des chances. Non mais, je vais dire quand même là parce Et que dans le ça- livre, je dis on que j'en peut veux faire- beaucoup aux miens de m'avoir Là, aimé autant, bon, France, oui, parce alors- que je suis une grosse glandouille. Je ne fous plus rien. Alors Nicolas Bedos donc a lancé un appel à sa mère. J'aimerais bien que maintenant Yann Moix lance un appel à son père quand même. Reconnaître, c'est grâce à lui Je ne le ferai pas, que mais- Yann Moix est devenu Yann Moix. C'est-à-dire France. grâce aux humiliations de papa,
grâce au couple de papa. Le Renaudot, Yann Moix qui me dit... nous a donné Justement, naissance je veux et pas que ce soit beaucoup mes parents d'autres qui aient le bons livres. Renaudot, je veux que ce soit moi. Mais Franz, votre père, vous était peut-être Julien Green d'une certaine manière. Et Julien Green a dit une phrase que j'ai mis en incipit de mon livre, que j'adore à propos de l'humiliation. Il a dit « Dieu n'ayant pu faire de nous des humbles, a fait de nous des humiliés ». Oui, c'est une grande phrase de... Une très grande phrase. L'humiliation est quelque chose que l'on trouve toujours chez les individus surdoués et qui est à la base du surdon. Lequel surdon n'est pas du tout quelque chose d'excellent parce que ça fait de chaque surdoué un écorché vif. Alors là, on a deux surdoués là d'ailleurs. Vous pensez qu'ils sont, oui, ils sont un peu écorchés vifs les deux hein. Oui, peut-être. Mais enfin là, c'est sûr là. Après, peut-être que le plateau entier est surdoué. Peut-être, faut l'espérer. Enfin. Non, mais avec l'humiliation, ce qui est marrant, c'est que, enfin, c'est pas très marrant d'ailleurs, mais c'est intéressant, c'est de voir c'est intéressant, oui, vas-y. Ce qui pose problème dans la famille, en fait, peut-être plus que ce dont nous sommes en train de parler, c'est la dimension de pouvoir, parce qu'en fait, ce qui est tyrannique dans la famille, c'est la hiérarchie, le rôle qui va revenir à l'un et pas à l'autre, la dimension paternaliste qui n'est pas forcément le propre du père, mais ça on le retrouve aussi dans d'autres... On peut le retrouver au travail, on le retrouve dans une forme de société. Et en fait, ce qui est le plus tyrannique dans la société, c'est quand elle s'insurge et quand elle s'instaure, en normes. C'est-à-dire que c'est la seule manière d'être. Et cette manière d'être ensemble implique un pouvoir. Donc l'un va l'exercer, l'autre va le subir. Donc parfois les humiliés vont pouvoir devenir des génies, mais celui qui l'exerce peut-être va être génial dans son exercice, mais pas produire autre chose. Alors c'est le moment rituel du tour de table. Je vais vous demander à chacun qui, dans l'histoire, dans la littérature ou dans le domaine que vous préférez, auriez-vous eu envie de prendre pour père ou pour mère? Je vais commencer par vous, Yann Moix. Marcel Proust comme mère et Louis-Ferdinand Céline comme père. Ça vous va? Wow, c'est pas mal ça. Ah oui, c'est et Sacha Guitry comme frère. Et c'est une très bonne paternité pour Naissance, donc, prix Renaudot 2013, un gros livre, et qui, étonnamment d'ailleurs, fonctionne très très bien en librairie, comme quoi, hein, la lecture, le livre a encore un bel avenir devant lui. Merci Yann Moix. Roger Paul Droit. Eh bien, comme père, peut-être me choisirais-je Diogène, celui qui était finalement. Alors racontez-le, c'est un type formidable, Diogène. Ah, Diogène, c'est un type formidable, oui, c'est la figure grecque du rebelle qui, à la fois, finalement, rompt avec l'ensemble des normes de la cité, vit dans la rue, mendie devant les statues, et quand on lui demande pourquoi il a cette schnoquerie, il répond c'est tout simplement pour m'entraîner au refus, c'est-à-dire la statue ne lui donnera rien, qui interpelle les gens dans la rue, qui ne cesse de les houspiller. Puis surtout un humour incroyable. Hein. Oui, qui, je ne sais pas, dit quand une femme se baisse pour prier, lui dit attention, les dieux sont partout. Voilà, ou bien, enfin, toutes sortes de provocations de toute nature. Il passe pour le premier humoriste, en fait. D'une certaine manière, oui. Oui, il y a un côté Coluche, hein. Il y a un côté Coluche, si on veut. Ouais. Oui, je on suis... appelle ça les cyniques, même. C'est les cyniques, voilà, ça veut dire le chien. En grec, c'est ceux qui vivent comme des chiens. C'est une insulte qu'on leur avait donnée et qu'ils ont repris. Et aussi parce que les chiens s'accouplent librement, bouffent ce qu'ils trouvent, enfin, ils sont libres, en tout cas du point de vue... On dit beaucoup de choses. Alors, Diogène me plairait bien, et comme mère, je ne sais pas, peut-être Lou Andrea Salomé, tiens. Ah oui, c'est pas mal, hein, ouais. Mais il y a sûrement des mères meilleures que celle-là, mais d'autres ne me viennent pas à l'esprit. Je dis c'est étonnant parce qu'elle passe, d'après ses biographes, pour être quelqu'un de frigide, voire même de stérile, donc vous ne seriez pas né. Voilà, alors peut-être faut-il, ce qui plairait bien à Yann Moix, choisir une mère qui ne pourrait pas vous engendrer. Ça, c'est le syndrome Yann Moix qui a déjà frappé, hein, après une heure d'émission. Votre livre, donc, il y en a plein, hein, notamment des livres où vous parlez de Diogène, c'est beaucoup écrit. Le dernier livre, Maître à penser, c'est sur les 20 philosophes qui ont marqué le XXe siècle. C'est aux éditions Champs Libres et je l'offre tout de suite à Nicolas Bedos qui me l'a volé. Marie-Hélène Boursier. Jeunet comme père. Jean Jeunet, oui, alors vous pouvez le raconter un peu, oui. À cause de quoi? Parce que c'est vraiment quelqu'un qui a ce côté folle, justement, et puis qui a, outre le fait que c'est un écrivain que j'admire beaucoup, et qui a vraiment complètement retourné le stigmate, et en même temps qui a, on va dire, une culture gay qui n'est pas la culture gay homonormative que l'on voit
arriver actuellement. Et puis, comme. C'est que quoi, un père et une mère, comment vous me dites, moi qui. Oui, voilà. Mazor. Moi, j'aimerais bien avoir. Vous savez, ça, Mazor, parce qu'on parlait. C'est cette histoire des rapports de pouvoir dans la famille. De temps en temps, si les gens faisaient des bonnes séances sadomaso, ils régleraient beaucoup plus de problèmes que d'aller en psychanalyse. Donc, Mazor, oui, qui était un bottom, c'est-à-dire quelqu'un qui était plutôt donc, en position, on va dire, de soumis, j'aime moins ce vocabulaire, et qui a contractualisé une relation assez longtemps, donc avec une dominante. D'ailleurs, c'est un peu l'objet du film de Polanski, là, qui vient de sortir. Je pense que ça ferait une très, très bonne mère. La Vénus à la fourrure. Mazor, lui, qui était le soumis de la Vénus à la fourrure. Je ne suis pas très fourrure. Non, mais je citais le titre pas très du Vénus, film de pas Polanski. très fourrure. Voilà. Donc, Marie-Hélène Boursier, comprendre le féminisme, ça, c'est chez Max Milo. Et puis, il y a Queer, zone 1, 2, la 3, trilogie, chez Amsterdam. Aldo Naori. Moi, je crois que je ne choisirai pas une autre mère que la mienne. Bon, c'était génial, hein, si on en croit votre livre. Je ne choisirai pas un autre père que le mien. Bon. Voilà, je suis extrêmement satisfait des individus que j'ai eus comme parents, parce qu'ils répondent pour moi à tout ce que je peux éventuellement souhaiter d'être à tous les parents. Alors, prendre la vie à pleine main par Aldo Naori. Il y a plein de livres d'Aldo Naori, notamment si vous avez des enfants, il faut vraiment lire votre guide, hein, parce que voilà, puis il y a tous ces livres, Les belles-mères, etc. Enfin, bon, bref, le dernier, prendre la vie à pleine main, vous parlez justement de votre mère. Entre autres choses, oui. Voilà, très beau portrait. Voilà. Adèle Van Rett. Alors, il faut que ce soit des écrivains ou pas forcément? Ce que vous voulez, vous choisissez n'importe qui, ça peut être un chanteur, ce que vous voulez. D'accord. Moi, j'aurais pris plusieurs pères et plusieurs mères, je pense. Oui, bah allez-y. Parce que j'aurais aimé avoir un père qui soit américain, qui soit étranger, qui soit un aventurier, par exemple. Quelque chose de complètement Jack différent. London. Indiana Jones, quoi. Voilà. Très bien, d'accord. Ça, j'aurais adoré avec Henry Miller d'un côté et Romain Gary de l'autre. Ça, c'est pour les cochonneries, oui. Voilà, c'est ça. Ouais, mais ce sera une espèce de père complet, comme ça. Après, j'aurais été vraiment mal barrée. J'aurais jamais retrouvé ailleurs, en tant que mari, d'ailleurs. Et du côté de la mère, alors quelqu'un de très, très, très féminin, des personnages extrêmement féminins qui s'opposeraient complètement à mon père. Je me dis qu'avec ces deux pôles-là, j'arriverais peut-être à m'en sortir. Voilà. Je vais pas forcément, mais j'ai pas. En fait, je pense à personne. Il n'y a aucune femme très, très féminine que j'aimerais voir comme mère. Donc peut-être qu'en fait, il ne faut pas avoir une mère si féminine que ça. J'en sais rien. Peut-être. Hein, c'est peut-être ça en fait. Alors Adèle Van Rett, vous pouvez la retrouver tous les jours sur France Culture dans une excellente émission qu'elle anime, Les Nouveaux Chemins de la Connaissance. C'est entre 10h et 11h. Puis il y a quand même des livres à venir là. Il serait temps d'écrire. Alors j'essaie, mais une émission quotidienne, c'est pas la même temporalité que l'écriture. La nuit, c'est fait pour ça. Je me paye le luxe de dormir au moins 4 heures par nuit. C'est pour quand les livres? Alors il y a un livre qui sort en mars sur la jouissance d'ailleurs. On parlait de Miller. C'est un entretien avec ça intéresse beaucoup Nicolas Bedos. Ah bon? On en reparlera si vous voulez. Un livre sur les dissertes de philo, c'est beaucoup moins glamour. Des entretiens avec des profs de philo pour faire des dissertes de philo le jour du bac. Et un livre là, qui ne sera pas un entretien que j'essaye d'écrire sur l'ordinaire. L'ordinaire, la vie ordinaire comme un problème, non pas un éloge du quotidien. Voilà. Nicolas Bedos. Oui, Franz, j'étais ravi de te revoir un peu. Je suis venu que pour ça. Moi aussi. Et finalement, j'ai écouté des gens passionnants. Bon, et alors, ça va, tu veux qu'on s'embrasse? Réponse à la question. Oui, on peut le faire, mais réponse à la question. Tu veux que je te fasse une petite chronique? Réponse à la question. Réponse à la question. Bah, ça pourrait être la chronique, d'ailleurs. Ah oui, oh bah non, mais tu sais qu'il faut que je travaille avant. J'ai envie de faire comme Monsieur Naori, avec ce que j'écris parfois d'un peu cruel dans ce livre. Je vais pas en plus choisir d'autres noms que ceux de mes parents, qui sont des gens merveilleux, qui m'ont beaucoup aimé, beaucoup soutenu. Je les aime très fort. Voilà, en plus, mon père est célèbre, donc si je devais citer une célébrité, ça serait lui. Oui, voilà. Par contre, il prend bien votre succès, visiblement. Oui, tout à fait. Il l'a encouragé. C'est pas toujours le cas, hein, quand on regarde l'histoire. C'est vrai, c'est vrai. Et par contre, hier, on jouait à un jeu avec une amie, et c'était la mère de cinéma américain. Et il y en a deux que j'aurais aimé, enfin de cinéma anglo-saxon. Il y a deux femmes qui représentent pour moi, de façon assez, en effet, parodique à nouveau. Hein. Mais enfin, quand même, elle joue quelque chose en elle, vous allez voir qui je vais citer, une sorte d'ouverture d'esprit, d'intelligence, de raffinement, etc. C'est Emma Thompson et Meryl Streep. Voilà. Ces deux femmes, si je devais me distribuer une mère, si j'étais un peu plus jeune et je me devais me distribuer une mère au cinéma. C'est l'intelligence, c'est la liberté. Ah non, mais Meryl Streep a beaucoup d'enfants. Hein.
Je crois qu'elle a toujours gardé le même mari. Et Emma en Thompson plus, est une grande progressiste libertaire qui s'est battue en Angleterre pour défendre le mariage gay, qui est quelqu'un d'engagé et en tout cas engagé pour des causes qui m'intéressent. Et moi, si j'avais un fils de plus, je crois que je vous adopterai. Je vous vois, je suis désolé, on est à la télé. Nicolas Bedos, donc La tête ailleurs, un récit aux éditions Robert Laffont. J'ai adoré, mais je ne suis pas objectif. Hein, mais j'ai adoré. En tout cas, merci à vous tous. Ce magazine des idées se referme. Merci aussi à 2020 qui a tweeté pendant toute l'émission. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, c'est-à-dire sur France 5 autour de 21h40 pour une nouvelle édition des grandes questions. Ce sera autour du monde de demain avec notamment Jean-Luc Mélenchon, oui, et Maud Fontenoy. À la semaine prochaine.